Par contre, à la culture, il faut appliquer cet autre système qui est le seul, qui est la seule voie, la démocratie. Et c'est par cette démocratie que les différences spécifiques d'ordre culturel peuvent librement s'exprimer. Et s'exprimant librement, elles finissent par être conçues par chacun comme une partie de son patrimoine. Moi, j'ai donné à mon ami Aladji Traoré que la facette culturelle, ne comprenez pas facette parce que c'est un diminutif au sens péjoratif. Facette, ça veut dire l'aspect simplement. L'aspect soninké de la culture mauritanienne ne lui appartient pas à lui plus qu'à moi. Mais il faudra que nous appliquions la démocratie pour que chacun comprenne, chaque Bédan comprenne que l'aspect soninké de notre culture fait partie de son propre patrimoine et que l'aspect Bédan de sa culture fait partie du patrimoine de chaque soninké, de chaque alpulaar, de chaque wolof. Et il était essentiel de distinguer ces deux notions pour qu'en politique, nous sachions quoi faire et où aller. Pour moi, il faut maintenir notre unité qui garantit une civilisation, la civilisation islamique. Il faut permettre l'expression, la libre expression de nos différences, qui ne peut être garantie que par la démocratie. Donc, j'ai défini ces deux notions parce qu'il me paraissait normal de les définir. Bon, ceci étant dit, je vous demande de retenir ces deux définitions parce qu'elles conditionnent tout ce qui va être dit après. Je me suis vu, parlant de la mondialisation, obligé de faire une analyse, une sorte de regard sur le monde actuel et sur l'évolution qui a été la sienne. Ce monde actuel se présente sous la forme, globalement, de deux entités, les nantis et les démunis, autrement dit le Nord et le Sud. Il fallait bien, avant d'appeler à un nouvel humanisme, à l'émergence de nouveaux penseurs, de nouveaux hommes politiques, de nouveaux journalistes, de nouveaux intellectuels, il fallait bien faire l'état des lieux et savoir qu'est-ce qui s'est passé à travers les échanges de tous ordres qui ont existé entre le Nord et le Sud. On a vu le Nord transférer. L'expression n'est pas appropriée, parce que le transfert implique une volonté arrêtée et un choix. Mais en tout cas, véhiculer ces valeurs de civilisation et de culture vers le Sud, et celui-ci les accueillir tout en les refusant, tout en prétendant les refuser, sans faire le tri nécessaire pour arriver à ce que disait Valérie tout à l'heure, se nourrir des autres, mais rester soi-même. Et finalement, j'abrège, avec l'arrivée du XVIIIe siècle, 10 siècles des Lumières, je ne partage pas cette dénomination, s'est trouvé la situation suivante, c'est que l'Occident, le Nord, dans son super développement, dans son hégémonie, est allé jusqu'à renier tous les repères d'ordre spirituel et d'ordre moral. J'ai cité dans ce livre ce que disent deux des grands philosophes de cette époque, Kant et Leibniz. Chacun d'eux dit qu'il faut se débarrasser du handicap que constitue la foi et ne donner la parole qu'à la seule raison, parce que c'est elle seule qui va faire le bonheur de l'humanité. Moi, je prétends que c'est de l'obscurance. Et ça m'a donné l'occasion d'ailleurs de parler du communisme en rappelant ce que Bergson dit. Le livre, dit-il, est provoqué par le plaquage du mécanique sur le vivant. Le communisme a été un plaquage du mécanique sur du vivant. D'ailleurs, De Gaulle, cet homme génial, cet homme visionnaire, l'a dit dans ses mémoires d'espoir, il a dit
dans le tourbillon du monde et des échanges qui se font, aucune idéologie, aucune dogmatique n'est éternelle, et y compris le communisme passage. Effectivement, le communisme est passé. Moi, je ne suis pas contre le communisme, au moins dans les prémices qui l'ont inspiré. C'était des prémices généreuses, et certains l'ont appelé la tragique utopie. C'était une utopie basée sur une vision généreuse. Quand Karl Marx, quand Lénine a publié son fameux document « Que faire ?», il pensait réaliser le bonheur de l'univers, en appliquant d'ailleurs ce que Platon avait dit bien avant lui, c'est la communauté des biens. Mais alors, chez Platon, le problème, c'est que cette communauté des biens s'appuyait sur le fait que le travail, lui, est réservé à une caste qui s'appelle les esclaves. Donc nous ne nous occupons pas de la valeur travail, ni du capital travail. Faisons que l'œuvre soit commun entre tous, les esclaves feront le travail. C'est que d'ailleurs a réfuté Aristote après lui, qui s'est orienté, lui, vers le respect de la propriété privée. Mais en tout cas, pour en revenir à notre propos, le fait est qu'au XVIIIe siècle, point de normes, point de critères, point de repères, même dans le domaine des arts. Il suffit de prendre de la peinture mélangée, de tourner le dos à un tableau et de jeter la peinture dessus. Après tout, c'est extraordinaire, ça exprime ceci, ça exprime ceci. Nous avons vu la versification qui a été codifiée et qui avait des résonances connues se transformer en vers libre. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, mais il fallait simplement dire qu'il faut faire de la prose significative, inspirée de la même façon que la poésie. Bon, nous avons vu s'exacerber le laxisme, s'exacerber le laisser-aller, et c'est ce laxisme-là et ce laisser-aller qui a fini par nous être transmis à travers tous les canaux que vous connaissez, les médias, les universités, les coutumes et les usages, et transmis par qui? Par ceux qui nous dominaient et dont nous étions condamnés forcément, nolens volens, comme disent les latins, et nous le voulions, nous étions condamnés à recevoir ce produit fini qu'il nous transmettait et à l'intégrer et à l'associer avec notre moi profond qui était lui resté humain, qui était resté proche de la nature et qui était resté fondé sur une croyance religieuse, notamment dans le monde dit musulman. J'irais même jusqu'à dire que nous avons été à la fois et la mauvaise conscience des nantis et l'instrument du recyclage de leurs déchets culturels. Par exemple, moi je vois ici en Mauritanie, quand je passe devant les lycées, que nos jeunes filles, certaines en tout cas, pas toutes, mais en tout cas certaines, n'ont d'autres soucis que de singer ce qu'il y a de plus vulgaire et de plus repoussant dans la manière de se présenter, de se vêtir et d'être de la lie européenne ou de la jeunesse européenne dévoyée, ou en tout cas arriver à ce point de snobisme qu'il n'y a plus d'intérêt. Au moment où on interdit les hijabs, personne ne proteste contre les camps de nudisme. Alors, bon, bref, nous avons été les dépotoirs des valeurs anticulturelles et antispirituelles de l'Occident. Voilà pourquoi j'ai parlé de ce désordre idéal. Je vais un peu comparer à un orchestre où les musiciens ont chacun un instrument. Et au lieu d'avoir une production destinée à toucher une fibre sensible de la sensibilité humaine, de répondre à une attente esthétique
chez l'auditeur un orchestre où chacun joue n'importe comment, sans partition, sans conformer sa musique avec celle du voisin. L'essentiel étant de tirer le maximum de son de l'instrument. Et donc, c'est la cacophonie. Cette cacophonie musicale, c'est ce que nous constatons dans le Nord, en matière d'idées. Donc, j'ai fait le constat, mais j'ai dit aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure en commençant, qu'il n'y a pas lieu d'incriminer qui que ce soit. C'est l'histoire qu'il faut incriminer. Ceci est arrivé du fait que certains, surpuissants, surdéveloppés, en sont arrivés par la perte des repères spirituels. Comment dire, la perte de toute foi religieuse. En sont venus à ne plus donner le moindre frein à l'activité réflexive de l'intellect et à faire et dire n'importe quoi. Mais à nous, les gens du Sud, nous devons nous reprocher la responsabilité de n'avoir pas pris conscience de nous-mêmes, de n'avoir pas eu la volonté de recevoir ce qui est inévitable et de laisser de côté ce qui peut altérer de manière irréversible et profonde notre propre personnalité. De n'avoir pas compris dans ce dialogue des civilisations qui est prôné dans ces livres et qui a été prôné d'ailleurs bien avant moi, dans ce dialogue des civilisations, il nous appartenait au Sud de dresser la tête, de dire nous autres, nous avons quelque chose à offrir. C'est une dimension perdue de l'humain. C'est le moyen d'huiler votre vieille robotique intellectuelle en lui donnant une dimension perdue chez vous de l'humain. Et pour cela, évidemment, il faut, comme je l'ai dit, je l'ai annoncé plus, des élites intellectuelles nouvelles qui réfléchissent à ce genre de choses et qui le mettent au point. Bon, les nantis du Sud pourront me répondre, bon, mais écoutez, passez-vous de nous, passez-vous de notre apport culturel. Qu'est-ce que cela nous fait à nous? Vous êtes quoi dans les échanges commerciaux? 1,5% pour l'Afrique, des échanges commerciaux dans le monde. Ça ne compte pas. D'autres chez nous, au Sud, répondront, mais écoutez, passons-nous d'eux, revenons au culte de nos ancêtres, à notre intégrisme religieux, à notre intolérance, etc., etc. Dans le premier cas, chez les nantis, c'est la source qui a inspiré le secte de Régé. Dans le deuxième cas, c'est le langage que tiennent les despotes en mode de justification, ou les rêveurs innocents qui croient encore à des révolutions à venir ou à d'utopiques idéologies qui sont maintenant dépassées. Donc là aussi, ce n'est ni le Nord ni le Sud qu'il faut incriminer, c'est l'histoire. Et cette histoire, nous devons, nous au Sud, commencer à prendre conscience que nous y avons et notre responsabilité pour le passé et notre devoir pour le présent et pour le futur. C'est des devoirs impliquant que nous, comme je l'ai dit, que nous relevions la tête, que nous sachions qui nous sommes et ce que nous devons faire. Analysant ce désordre idéal, j'ai été évidemment obligé de parler de certaines des composantes de cet univers, et j'ai parlé des États-Unis d'Amérique, disant qu'autant il y a des leçons à tirer de l'expérience américaine positive, autant il y a des constatations négatives à tirer de cette expérience. Je m'en suis expliqué très brièvement. J'ai dit que la manière dont se sont constitués les États-Unis, j'ai dit que je ne cherche ni à justifier, ni à expliquer, ni à pardonner même des millions et millions d'Américains d'origine qui ont été les victimes
des conquêtes hispaniques d'abord, et puis européennes par la suite, aussi bien en Amérique latine qu'en Amérique du Nord. Des dizaines de millions ont été massacrés. Mais ce qui me frappe dans l'expérience américaine, c'est la manière dont ce melting pot s'est constitué à partir des valeurs de liberté et surtout à partir des deux constantes que j'ai nommées par symbolisme, le chapelet et la roue, c'est-à-dire le travail et la foi. Vous avez tous vu des westerns et vous savez très bien que l'anarchie totale existait dans les cités américaines avec les bandits, avec les cow-boys, etc. Mais qu'en même temps, il y avait le goût du travail chez les fermiers américains, la culture des produits vivriers qui satisfont les besoins physiologiques de l'homme. Et il y avait à part ça l'Église dans laquelle on va professer sa foi dans l'unité divine et dans une foi religieuse qui est la foi chrétienne. Et en ce sens, c'est un exemple qui nous appartient de méditer. Nous devons fonder notre développement sur la foi et sur le travail, et d'abord sur le travail de la terre. Les latins l'appelaient alma mater, c'est-à-dire la mère nourricière. Parce que le travail de la terre ne crée pas seulement les éléments nécessaires à la vie, mais il fonde également la famille. Et fondant la famille, il fonde la nation, la société, à partir de valeurs partagées et de sécurité voulues, qui est une volition de tous, et donc dont tous sont garants et dont tous sont responsables. C'est pourquoi la démocratie est nécessaire. Et l'exemple de la démocratie américaine est frappant. J'ai parlé d'un autre aspect, mais celui-là négatif des États-Unis. Les États-Unis ont été les premiers à comprendre dans le monde la nécessité des unités économiques. Vous savez, 50 États dont certains sont plus riches que... Par exemple, la Californie est plus riche que la France. Monsieur l'ambassadeur Saïd, n'est-ce pas? Bon. 50 États sont unis sous la même bannière. Et par la liberté et la démocratie, ils ont constitué la nation la plus forte du monde. Mais ce succès lui-même, la plénitude de ce succès, est la cause des maux dont nous souffrons par le fait des États-Unis. Credo américain, dans la réussite américaine est telle qu'ils en sont venus à considérer que tout le reste du monde doit se formater au modèle américain pour son bonheur, et ceci les a amenés à défendre l'indéfendable au prétexte de ce que les latins appelaient salus populi, le salut du peuple, qui permet, pour le salut du peuple, pour le maintien de l'American way of life, de faire ce que l'on veut dans le monde et d'ignorer même le reste du monde, provoquant ainsi ce que nous vivons aujourd'hui. Les terrorismes, les injustices qui ont provoqué elles-mêmes les terrorismes et les déviations de toutes sortes. À cet égard, autant les Américains ont donné un exemple qui mérite d'être suivi au plan de la démocratie, au plan du travail et de la foi, autant leur pleine réussite les a amenés à des excès dont nous souffrons aujourd'hui plus que tout le monde, et notamment, je ne veux pas faire ici de politique, mais voyez le cas de la Palestine, etc. J'ai ensuite été obligé de parler de cette composante incontournable du peuplement de la Terre, que sont les deux nations d'Asie, la Chine et l'Inde. La Chine, bientôt peuplée de 1,5 milliard d'habitants, c'est-à-dire le 5e des habitants de la planète, 20 fois la population de la France, et je crois 5 fois la population des États-Unis pour l'instant, et l'Inde, bientôt 1,2 milliard. Ces deux nations ont une caractéristique particulière. J'ai parlé tout à l'heure de
de la résilience, de la résistance que peuvent développer des nations face à l'agression culturelle, ils avaient un atout, c'est le nombre. Mais ils avaient une autre opportunité, c'est que contrairement à nous autres gens du livre, des religions révélées, ni dans l'ancienne civilisation hindoue, ni dans l'ancienne civilisation chinoise, aussi bien le confucianisme et le bouddhisme en Chine que le taoïsme ou le jaïnisme, toutes ces religions n'ont jamais eu une vision spirituelle fondée sur une unicité de la divinité. Et toute leur philosophie de départ était fondée sur le bonheur de l'homme, le bien-être matériel et la paix dans la cité. Si bien qu'il n'y avait pas de querelle d'origine avec la civilisation judéo-chrétienne. Quelqu'un, l'autre jour, et c'est une parenthèse, m'a dit « Il ne faut plus jamais parler de la civilisation judéo-chrétienne ». J'ai dit « C'est parce que tu ignores que la civilisation chrétienne n'est pas chrétienne, elle est d'abord judéo-chrétienne. » Ce qui le choquait, c'est le mot « judéo ». En réalité, la civilisation avant, la civilisation juive avant Paul était commune aux chrétiens et aux juifs. La différence est faite à partir des apôtres et particulièrement de Paul. Donc, il n'avait pas de querelle d'origine avec ces gens-là. Ils pouvaient donc se nourrir, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce que leur apporte l'Occident en matière de technologie et de science, et rester eux-mêmes, ne serait-ce que par le fait que leur surface de résistance, constituée par 1 milliard et plus d'individus, est plus grande que celle que nous développons, nous, ici, dans le monde musulman, dans le monde arabe, par exemple, de 240 millions d'habitants, et a fortiori dans la petite Mauritanie de 3 millions d'habitants. Et ceci aussi, il faut inclure, c'est à quoi je viens par la suite, c'est la nécessité de s'acheminer vers le regroupement. Et avant de parler de ces regroupements économiques, je voudrais revenir un petit peu pour m'expliquer davantage sur la nature de la coopération qui existe aujourd'hui. Vous savez, quand De Gaulle a donné les indépendances en 1960 et qu'il a tenu à libérer l'Algérie, ce n'était pas par une sorte de grandeur généreuse. Il l'a dit lui-même. Regardez le livre de Perfit. Il a dit que De Gaulle leur a dit en plein Conseil des ministres « Je veux débarrasser la France des astreintes que lui impose son empire ». Ce n'est pas non plus par générosité vis-à-vis des peuples, en particulier d'Afrique noire. Encore que cette générosité se justifierait. Les peuples, aussi bien blancs que noirs d'Afrique, ont donné leur vie et leur sang pour la défense de la France pendant 2 guerres mondiales. Et n'ont pas toujours été récompensés, malgré la reconnaissance qu'on a de leur courage, de leur discipline et de leur engagement. Bon, bref, au moment de la colonisation, il est resté quand même un attachement de la France et une façon humaniste qu'a eu De Gaulle et ses compagnons d'octroyer ces indépendances. Vous savez, lisez le livre de Pierre Messmer, Les plans sans vous. Messmer voulait que De Gaulle lui permette de retirer les avoirs en francs de la Guinée du trésor français pour ne pas les laisser à ses coûteux. De Gaulle a refusé. Voilà ce que j'appelle l'humanisme de Gaulle. Et tant que les gaullistes ont été là, il n'a jamais été question de mener une guerre punitive contre la Guinée. Il a été question simplement d'attendre que la Guinée s'oriente vers plus de démocratie pour mais De Gaulle est parti, les gaullistes sont partis, et nous nous sommes retrouvés en face de ce que j'ai dit tout à l'heure. Des experts nationaux est intervenu entre-temps, l'Union européenne, qui a fait que les pays enfermés dans un champ concurrentiel terrible, dans leur propre communauté européenne,
et avec leurs partenaires européens dans un autre champ concurrentiel avec le reste du monde, n'avaient plus de place pour la coopération bilatérale avec une petite dose d'affectivité qu'elle impliquait, parce que tout de même, les gaullistes se souvenaient bien qu'il y a des liens affectifs entre l'Afrique et leur pays. Malheureusement, ceci, depuis quelques années, a disparu et on ne se souvient plus que du fait qu'il faut instrumentaliser ces pays pour ce qu'on croit être l'intérêt bien compris de la France. Et c'est un peu ce qui a été pratiqué à travers la France-Afrique et que nous avons vécu ici en Mauritanie de la manière comme ça. Bon, j'ai dit donc que nous sommes arrivés aujourd'hui à une ère où la coopération ne peut plus être bilatérale, au sens en tout cas important du terme, elle ne peut qu'être multilatérale. Et ceci implique de notre côté que nous nous initions pour être des partenaires viables et acceptables. Et d'ailleurs, les Européens ont été invités à plusieurs reprises à ça. Imaginez que la petite Mauritanie négocie avec l'Union européenne. C'est vraiment la lutte entre un géant et un nain. C'est pas possible. Goliath contre David et Goliath. David et Goliath. Bon, bref. Il faut comprendre que nous sommes dans la multilatéralité et que cette multilatéralité implique chez nous les regroupements économiques par-delà tous nos choses. Et donc parler de l'Inde et rappeler que 350 millions d'Indiens aujourd'hui, sur les 1,2 milliard, ont déjà un revenu similaire à un Européen de l'Europe occidentale. Et ça va crescendo. Quelqu'un disait que la question se pose, est-ce que l'Europe ne deviendra pas en fin de compte un petit cap du continent asiatique? C'est cette question qu'aussi les Américains devraient se poser. La disparition du communisme implique inéluctablement la décadence de son pôle opposé qui était principalement les États-Unis d'Amérique. Toutes ces choses implique une nouvelle réflexion sur l'univers et sur son équilibre, sur les rapports entre les nations et les États. J'en suis venu ensuite à parler de l'Afrique, parce que là aussi, il faut faire l'état des lieux en Afrique. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, nous avons Amadou Hampâté-Bâ rappelle dans des ouvrages remarquables, il faut les lire, les livres d'Amadou Hampâté-Bâ. Cet homme qui est un autodidacte, qui écrit mieux le français que n'importe quel grand écrivain français, a rappelé que la caractéristique de toute civilisation est de défricher le terrain conquis pour le débarrasser de ce qui paraît à cette colonisation comme de mauvaises herbes, afin d'y planter les bourgeons de leur propre civilisation, de leur propre culture. Eh bien, nous avons été colonisés, et j'ai parlé de deux systèmes coloniaux en les comparant un peu, le système anglais et le système français. J'ai rappelé que le système anglais était fondé sur la recherche d'intérêts économiques anglais. Le système colonial anglais ne s'est pas beaucoup préoccupé de l'assimilation civilisationnelle et culturelle, malgré que le terrain était beaucoup plus propice dans les colonies anglophones, notamment de l'Afrique australe, que chez nous, dans les pays d'Afrique occidentale, où l'islam était déjà assez bien implanté. Mais ils se sont préoccupés surtout d'intérêts économiques, et ils ont respecté, par le fait de leur propre civilisation, et en tout cas de leur propre religion, que vous connaissez, qui n'est pas la religion catholique, eh bien, par le fait de leur propre religion, ils ont respecté les traditions culturelles et autres des pays. Et vous savez que dans les pays anglophones d'Afrique aujourd'hui, il existe toujours ce système archaïque. Je ne veux pas le valoriser, je ne pense pas qu'il soit utile de le maintenir, mais enfin, ils l'ont laissé tel quel, et surtout, en matière administrative, ils ont donné à ces pays les usages et habitudes de l'administration anglo-saxonne,
qui est faite de responsabilisation des individus et de moins de bureaucratie que la civilisation administrative française, qui était elle-même colbertiste, où l'État est tout et doit maîtriser tout. En France, la colonisation a été, là aussi je n'incrimine pas la colonisation, mais je constate en fait, elle a été préoccupée surtout, avant les intérêts économiques, d'assimilation civilisationnelle. Là aussi, Amadou Hampâté-Bâ en parle. Il a dit qu'à un moment donné, l'Africain était tellement désireux d'imiter l'Européen qu'il a adopté son costume, sa cuisine, ses habitudes et même ses tics. Eh bien, nous nous sommes trouvés là, en face d'une colonisation qui s'est plus préoccupée de la gloire du sable, c'est-à-dire des conquêtes, et qui a été incarnée par les rois de la Brousse, que furent les gouverneurs et les commandants de cercle, et qui a altéré profondément la culture et la civilisation des pays africains, et qui a ramené ces cultures au mieux, les a dégradées au niveau du folklore. Si bien que ils nous ont transmis en plus leur système de gouvernance qui était fondé sur un étatisme forcené, où l'État était tout et l'individu rien du tout. Là encore, c'est l'histoire. Il ne s'agit pas à nous de faire autre chose et de prendre conscience que nous avons besoin de démocratie, nous avons besoin d'une administration qui soit non pas bureaucratique, tatillonne. Je prends un exemple. Quelqu'un a déposé l'autre jour un passeport pour un visa à une agence ici qui s'occupe de ces visas. Je ne vous dirai pas de quel pays c'est. Tardant à recevoir son passeport, il a voulu le récupérer. On lui a dit non, il faut que tu écrives une lettre. C'est mon passeport, je le possède. Je l'ai déposé volontairement chez vous. Pour le récupérer, il faut que je fasse une lettre pour demander qu'on me rende mon passeport. Voilà la bureaucratie stupide, ne sert à rien. Bon, bref, nous en sommes là. Parlant de l'Afrique, je me suis trouvé obligé de dire ce que je pense d'un phénomène qui, je pense, a été porteur de beaucoup de malentendus et de mots pour les Africains, particulièrement les Africains au sud du Sahara. C'est cette théorie de la négritude. Senghor était un grand intellectuel. Et c'est aussi le seul chef d'État, il faut le lui reconnaître, qui a su, avant de partir, mettre son pays sur la voie de la démocratie. Tout ceci, il faut le reconnaître. Mais lui-même et ses compagnons, Aimé Césaire, Gontran Damas, ont inventé ce concept de la négritude, qui est en réalité une véritable utopie. Ils ont pratiqué un ethnocentrisme qui n'a aucune réalité vécue. Autrement dit, ils ont posé comme postulat qu'il existe un référentiel civilisationnel et culturel qui est le fait de toutes les peaux noires dans le monde et auquel il faut se référer et duquel on a tiré le contenu de l'africanité dont je vais parler tout à l'heure. C'est du mélanisme. Oui. Alors, ces hommes, qui étaient-ils? Frantz Fanon, qui était parmi eux, a fini par les quitter et écrire son fameux livre « Peau noire, masque blanc », dans lequel il décrète que la négritude telle qu'elle est présentée est une forme de racisme inacceptable. Or, les peuples africains ont une infinité de civilisations et une infinité de cultures, autant de civilisations et de cultures que de langues. Ces civilisations et ces cultures n'ont pas besoin d'être niées. Elles ont contribué, comme toutes autres, à l'évolution de l'humanité dans leur sphère. Elles sont respectables et estimables. Les réduire à l'unité à travers des gens qui eux-mêmes sont beaucoup plus européens, parce que d'abord chrétiens, et ensuite formés aux meilleures écoles de l'Occident, les réduire à l'unité, créer ici
par une sorte d'honorisme, l'image qu'il existe ce référentiel qui doit nous lier tous, nous les Noirs, c'est faux. C'est qu'il doit nous lier tous. C'est notre qualité, notre situation de sous-développé, notre situation de marginalisé, notre situation de trahi par un Nord qui nous a exploités et qui continue de nous exploiter. Et ceci suffit à justifier notre quête de nos unités. Notre quête, ici en Mauritanie par exemple, nous avons une population où il y a des hommes blancs, des hommes rouges, si vous voulez, et des hommes noirs. Moi, je ne vois pas ce qu'il dit aujourd'hui en Alpolar, en Sonéké ou en Wolof, en Xhosa d'Afrique du Sud, en matière de civilisation et de culture. Rien, absolument rien. Mais ils sont liés par le fait qu'ils sont du même continent et que ce continent est objet d'injustice et d'exploitation. Et la négritude a infiltré dans l'africanité un contenu qui n'est pas le sien. L'africanité n'est pas une notion civilisationnelle ni culturelle, c'est une notion géopolitique de solidarité entre des peuples qui peinent sous le même sort, sous le même destin, et qui doivent pour ce faire s'unir. S'unir politiquement contre leurs exploitants. Et au lieu de pratiquer une langue de bois verbeuse qui permet de dire, mais l'Afrique est peuplée de noirs comme de blancs. Et moi, je conçois parfaitement que nous fassions un festival, mais que ce soit un festival des arts africains, dans lequel s'expriment les arts africains des pays noirs comme des pays blancs. Et c'est une façon de souder ensemble ces deux mondes. Je n'ai pas parlé en ces termes de la négritude parce que c'est la négritude. J'en ai parlé parce qu'elle porte préjudice à nos pays. J'ai souvent constaté que certains de mes compatriotes sont à la quête de ce référentiel annoncé par la négritude et qu'ils considèrent qu'ils en sont privés par le fait qu'ils doivent s'intégrer dans une nation mauritanienne, avoir comme langue la langue de leur religion et pratiquer d'autres langues, comme je l'ai dit tout à l'heure en commençant. Et ça, c'est dangereux, parce que c'est une idée très prégnante. Vous savez, elle est venue d'abord des Noirs d'Amérique du Nord. Et dans les années 40, c'est infiltré, d'autant plus que les tenants, les pères de cette négritude, se sont évertués à créer des passerelles imaginaires entre ce qu'ils appelaient la négritude et la civilisation gréco-romaine, avec laquelle on n'avait rien à voir. Mais étant eux-mêmes des normaliens, des agrégés, et en plus des chrétiens, il fallait bien qu'ils trouvent le moyen de rapprocher ces deux mondes pour leur commodité propre. Leur quête des indépendances et de la libération était juste, mais ils ont induit en erreur et lénifié, fait que l'action des Africains au plan factuel a été diminuée par le fait de s'attacher à des utopies. J'ai enfin parlé du monde arabe. Et pour constater ce que vous connaissez tous. Malheureusement, voilà par contre un monde qui partage la même langue, qui partage la même civilisation islamique, qui est incapable, totalement incapable de faire deux choses. Aller vers des unités, au moins régionales dans un premier temps. Regardez ce qu'est devenu l'Union du Maghreb arabe. Et aller vers une solidarité arabo-africaine qui s'impose. Ces milliards de dollars, des dizaines de milliards qui sont générés par le pétrole, n'ont profité que très peu à l'ensemble du monde arabe, et presque pas du tout à la solidarité arabo-africaine qui doit être la règle, qui doit être la quête fondamentale, et qui se justifie par la situation que j'ai décrite tout à l'heure. Nous sommes dans le même bain de domination, d'exploitation arabe et africaine, et il faut que nous soyons entre nous
qu'elle développait entre nous une certaine solidarité, une certaine compréhension, ce qui n'a pas été le cas. Et j'en suis venu à dire, pour ces deux mondes, le monde africain et le monde arabe, que l'une des raisons de ces situations d'arriération est l'inexistence de la liberté et de la démocratie. Nous continuons à peiner sous des régimes dictatoriaux, sous des régimes monolithiques, aussi bien dans le monde arabe que dans le monde africain. Et nous ne pouvons pas réussir, ce que j'ai dit tout à l'heure, à être des interlocuteurs fiables et valables aux yeux de nos partenaires en mondialisation que sont le Sud et le Nord. Et ici, j'en viens à parler de la mondialisation elle-même. J'en ai dit un mot en commençant. Mais tout le monde parle de la mondialisation comme si c'était un fait qui est venu par inadvertance. Or, c'est un fait qui est inscrit dans le devenir de l'humanité par le Créateur. Et à preuve, c'est que les premiers États connus dans le monde ont été fondés sur les bords du Tigre, de l'Euphrate et du Nil, 4000 ans avant Jésus-Christ. Et ils ont transmis au reste du monde leurs découvertes, que tout le monde connaît. Et puis, ils ont transmis au monde ce qui fait aujourd'hui le développement de la... ce qui a fait depuis d'ailleurs toujours le développement de la science et de la technologie, l'écriture. Peu de gens se souviennent, ou oublient de dire que l'alphabet que nous pratiquons aujourd'hui dans la langue française a été fondé par les Phéniciens, c'est-à-dire les habitants de la bordure maritime de la Syrie actuelle. Les hiéroglyphes égyptiens étaient des idéogrammes. L'écriture assyrienne qui est venue ensuite était une écriture syllabique. L'alphabet phénicien était un alphabet phonétique, c'est-à-dire que chaque lettre correspond à un son émis par la bouche. Et je lis quelquefois que l'alphabet grec, alphabéta. Mais vous savez qu'alphabéta des Grecs vient de l'alphabet phénicien qui commence par alif, b. Les Grecs l'ont pris des Phéniciens, ils l'ont transmis aux Romains, lesquels en ont fait l'alphabet des langues romanes que nous pratiquons ici, en ce qui concerne le français. Donc, la mondialisation a commencé son progrès à partir de la création, à partir de la période historique, c'est-à-dire depuis 4000 ans. Elle a progressé à travers toutes les civilisations. Quand la civilisation grecque est venue avec son rationalisme, elle a transmis la science grecque, la dialectique grecque, la philosophie grecque à Rome. Rome est diffusée dans l'Europe. Quand les Arabes ont dominé pendant une période qui a duré 2 fois plus que la domination des Grecs, et qu'ils ont traduit, comme je l'ai rappelé l'autre jour, les Grecs, aussi bien scientifiques que philosophiques, ils ne les ont pas seulement traduits, ils les ont commentés, ils ont été des exégètes, des critiques et des traducteurs de ce patrimoine grec, qui lui-même est venu influer grandement sur l'islam dès la période même des Omeyyades, et plus encore pendant la période des Abbassides. Il faut le savoir, même dans le domaine religieux, rien n'a jamais été typiquement originaire de la nation qui l'a pratiqué. L'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il s'est pratiqué au Hijaz, à partir du moment où il y a eu les conquêtes musulmanes, a été confronté à l'influence des systèmes beaucoup plus modernes et plus civilisés au sens de l'urbanité, des villes, beaucoup plus civilisées que la civilisation nomade des Arabes. Même la langue arabe, qui était extrêmement primaire
n'a connu un véritable essor qu'après les conquêtes musulmanes et grâce essentiellement, on pourrait peut-être dire à 90% aux non-arabes. Et c'est pourquoi moi je maintiens que la langue arabe n'est pas la propriété des arabes, c'est la propriété de tous les musulmans. Vous pouvez citer tout ce que vous voulez comme grand écrivain de ces périodes des Omeyyades et des Abbassides, c'est-à-dire pendant 7 siècles, vous verrez que 90% parmi eux sont étrangers à la racine arabe. Je pourrais vous citer des tas d'exemples. Al-Bukhari qui a fait Sahih al-Bukhari est en Perse. Les Perses ont été les plus influents dans le développement de la langue arabe et de la civilisation arabe. Parce que ces pays conquis ont introduit dans l'islam leurs us et coutumes, leur modernité à eux. Et même, vous lisez les livres d'Ahmed Amin, et même ils ont, certains, embrassé l'islam en apparence, juste pour lui insuffler l'influence de leur propre religion. Pas seulement de leur propre culture, mais de leur propre religion. Qu'il s'agisse, et l'islam a été influencé par la religion juive, par la religion chrétienne, par la religion basdéenne, par la religion zoroastrienne en Iran, etc. Donc, toute la mondialisation est un phénomène qui poursuit son chemin. Mais il est vrai qu'à partir d'un certain temps, et surtout à partir de ces dernières années, ces 20 dernières années, quand il y a eu l'explosion de l'Internet et des moyens de communication, elle s'est concrétisée de façon éblouissante, qui fait que les gens imaginent que c'est quelque chose de nouveau. Oh, c'est un processus qui a suivi son cours depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Elle est là. Il faut l'accepter. Parce qu'elle est inéluctable. Mais il faut séparer ces aspects négatifs de ces aspects positifs. Et il faut, à travers cette séparation, déduire un nouvel humanisme. Correctif des aspects négatifs et amplificateur des aspects positifs. Ceci est la quintessence de l'appel qui est lancé. Je voudrais, en guise de conclusion, j'annonce conclusion pour vous rassurer, parce que je sais que vous commencez à en avoir assez. En guise de conclusion, je dirais qu'on peut se poser la question, pourquoi un petit Mauritanien dans la petite Mauritanie se croit en situation de lancer un tel appel? Non pas parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je me considère comme plus intelligent et cultivé ou autre chose que d'autres, mais parce que je considère que mon pays bénéficie d'une civilisation à nulle autre comparable. Et que malgré sa petitesse en nombre et sa petitesse en économie, il est l'un des plus grands pays au monde en matière de potentialité individuelle, d'intelligence, de culture, de faculté d'adaptation. Et je voudrais, parce que nous sommes dans des ères d'obscurantisme absolu, dans nos pays, pas seulement ici, que nous essayons, à travers des initiatives peut-être utopiques comme celle-ci, de nous imposer, résumé. Khtar Dada, rahimahullah, s'est imposé en Afrique et dans le monde arabe, non pas par son intelligence, ni par son éloquence, mais parce qu'il se présentait comme l'incarnation physique des valeurs spirituelles, morales et culturelles de cette nation, la nation musulmane, la nation mauritanienne. J'appelle donc nos intellectuels à ne pas s'enfermer dans notre petitesse, à ne pas rester tributaires de la bassesse du niveau de notre dialogue politique, journalistique et autres, à s'épanouir et à interpeller le monde en le faisant bénéficier de leur intelligence, de leur culture, de leur potentialité de toutes sortes. Et je les appelle aussi à inviter tous nos compatriotes à comprendre que cet appel que je lance maintenant
n'aura son plein effet que lorsqu'il y aura ici la liberté et la démocratie. Et par elle, c'est comme Montesquieu appelle la sûreté que chacun ne peut avoir que lorsqu'il est conscient d'être en paix et en sécurité par rapport à tout pouvoir et par rapport à tout État. C'est cet appel que je lance et le mieux que je puisse attendre de cet ouvrage, qui ne sera certainement pas lu par beaucoup de monde à travers le monde, ne serait-ce pas le fait qu'il vient d'un petit pays et d'un petit bonhomme dans ce pays, mais j'appelle tout le monde à sortir de notre minimisation de nous-mêmes et à faire briller l'esprit et les potentialités de notre peuple à travers non seulement les pays voisins, mais dans le monde. Et à ne pas se croire moins indiqué que Schumpeter en économie, ou que Montesquieu en droit, ou que Rousseau en humanisme, ou autre, pour donner, pour invectiver, pour interpeller le reste du monde. Et c'est par cela que nous imposerons notre présence, notre importance dans le monde. Et que nous donnerons à notre peuple la conscience qu'il est un grand peuple, héritier d'une grande civilisation, la civilisation musulmane, telle qu'elle n'a pas été affectée. Elle a été importée ici par nos ancêtres avant d'être affectée par les schismes dont j'ai parlé, qui sont dus aux conquêtes arabes à travers le monde. Nous avons ici l'islam de Médine. Dès le XIe siècle de l'ère chrétienne, nous l'avons reçu ici tel qu'il était encore vierge de beaucoup de pollution qui est venue d'ailleurs. Les chiites, on ne le sait pas souvent, ne représentent que 1% du monde musulman. Et 99% c'est des sunnites. Et nous ici, parmi les sunnites, nous sommes des Médinois, parce que nous sommes adeptes de l'imam de Médine, Malik ibn Anas, qui était lui, contrairement à d'autres imams, particulièrement à l'imam Abu Hanif, qui était l'étalon de la référence exclusive au Coran et à la Sunna. Alors que d'autres, en tout cas les Hanafites, privilégiaient plutôt ce qu'on appelle le ra'i, l'ijtihad, c'est-à-dire l'exégèse de laquelle on tire des conclusions qui ne sont pas forcément dans la révélation coranique ni dans la sunna prophétique. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Je vous remercie de votre attention. J'ai été un peu long, peut-être pas aussi intéressant que je l'aurais voulu, mais je vous remercie en tout cas de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. C'est bon.